Bienvenue à tous. Comment atteindre les objectifs de développement durable sans laisser personne de côté? La jeunesse fait l'objet de toutes les attentions et pour cause, malgré le potentiel qu'elle regorge, elle fait face à de nombreuses difficultés. Pour un monde meilleur, la communauté internationale appelle à la solidarité intergénérationnelle, défis et opportunités de la jeunesse dans un contexte de reprise post-Covid. Nous en parlons sur ce plateau avec M. Paul Amegapo. Vous êtes représentant résident du NDI en Guinée. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir et merci à vous de m'avoir accueilli. Monsieur Amegapo, l'ONU appelle à tirer parti du potentiel de toutes les générations. Allusion faite à la jeunesse. Pourquoi est-il important de se laisser préoccuper par les problèmes de la jeunesse aujourd'hui? Les problèmes de la jeunesse sont intimement liés aux défis de développement de nos nations. Nous ne sommes pas sans savoir que la jeunesse représente une forte proportion dans nos communautés africaines et la moyenne d'âge en Afrique est de 20 ans. Ce qui est exceptionnel par rapport à la moyenne mondiale qui est de 40 ans environ. Et donc le dividende démographique en termes de jeunesse devrait être dans les stratégies de développement de nos pays. Comme vous l'avez annoncé tantôt, l'ONU a voulu qu'on débatte de la problématique de la solidarité intergénérationnelle pour créer un monde meilleur pour tout le monde, surtout pour tous les âges. Mais la jeunesse africaine fait face à un certain nombre de défis, des défis en termes de formation, en termes d'opportunités, mais aussi en termes d'insertion dans un monde de plus en plus globalisant. Et les 2 années de pandémie de Covid-19 que nous avions connues n'avaient pas facilité les tâches pour cette jeunesse. Et donc il est question autour de cette thématique de cette année de réfléchir réellement sur quel type de jeunes nous voulons pour nos pays africains et comment est-ce que nous devrons œuvrer pour donner les outils nécessaires pour cette jeunesse pour qu'elle soit le vecteur du développement de nos pays. Alors, ces difficultés dont vous parlez nous surprennent-elles? Non, ça ne nous surprend pas parce que il est vrai que l'éducation a été au cœur des préoccupations de toutes les nations, mais il y avait également beaucoup d'instabilité politique au niveau de beaucoup de nos pays et ces instabilités avaient fortement impliqué la jeunesse. Directement donc en tant qu'acteur politique, acteur de mobilisation et de contestation, mais aussi indirectement lorsque les crises politiques empiètent sur le bon déroulement des agendas scolaires et de formation et aussi rendent les pays vulnérables, donc des pays peu crédibles avec un risque politique élevé, limitant les investissements étrangers dans nos pays. Toute chose qui bloque ou du moins limite les opportunités pour la jeunesse. Donc nous ne sommes pas surpris. Mais ce qui est important, c'est que les dirigeants africains ont pris conscience de l'enjeu que représente la masse critique de la jeunesse. Une masse critique qui certes pourrait être considérée comme une opportunité lorsqu'elle est bien entretenue, mais pourrait être également une bombe à retardement. Et donc face à cette conscience des défis et des problématiques qui entourent aujourd'hui la forte jeunesse africaine, il est important que des mesures idoines et des mesures appropriées soient prises. Alors, l'Union africaine a l'agenda 2063 pour son développement. Quelle place accorder à la jeunesse dans cet agenda? La jeunesse est en plein cœur de cet agenda. Et ce qui est innovant au niveau de l'agenda 2063, c'est que l'Union africaine pense que l'Afrique devrait être unie. On devrait supprimer les barrières pour faciliter la mobilité de la jeunesse. Cette mobilité exige qu'il faudrait avoir des infrastructures de communication adaptées. Quand je parle de communication, je parle d'abord des routes, de la télécommunication,
des infrastructures de formation inclusive, une harmonisation des programmes de formation qui sont adaptés aux défis d'employabilité des jeunes au niveau africain. Et également une vision qui ouvre l'Afrique sur le reste du monde. Aujourd'hui, l'Afrique ne voudrait plus être consommatrice de ce qui est produit ailleurs, mais plutôt offrir au reste du monde, au-delà des matières premières, et d'ailleurs, on voudrait que ce ne soit plus des matières premières, mais surtout des produits transformés sur place en Afrique pour les consommateurs africains et aussi pour les consommateurs au niveau du monde. Alors, Paul Amegapo, le monde entier tente une reprise après 2 années de pause liée à la pandémie de Covid-19. Alors, quelle politique pour la jeunesse dans ce contexte? La meilleure politique à offrir pour la jeunesse, c'est d'abord prendre conscience de ce que représente aujourd'hui la globalisation. La pandémie Covid-19 a montré que la facilité que nous avons à nous connecter de par le monde pourrait être aussi en soi un défi. La manière, la célérité avec laquelle la pandémie a touché tous les coins du monde a montré que lorsque nous voulons rendre le monde un village planétaire, il faudrait faire en sorte que les nouvelles technologies qui permettent aujourd'hui à tout le monde de se connecter sans nécessairement se déplacer soient au cœur de la stratégie de développement. Ça veut dire que les technologies de l'information et de la communication doivent inspirer la jeunesse dans ses efforts d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous pourrons être à même de produire et de commercialiser en étant là où nous sommes. Nous pouvons également être formés, renforcer nos capacités, faire des formations qualifiantes tout en étant dans notre salon ou dans notre chambre. Donc, comment faire pour que cette technologie soit accessible à la jeunesse? Je pense que c'est la plus grande problématique et que cette jeunesse comprenne que les plateformes technologiques ne seront pas des moyens ou des outils de distraction, mais plutôt un outil qui doit leur permettre de se qualifier, d'apprendre, de découvrir, de voyager tout en étant sur place. Et donc, pour ce défi, je pense que les autorités font beaucoup d'efforts. Quand nous sommes arrivés au Togo, nous avons compris qu'il y a une volonté de rendre accessibles les nouvelles technologies à la jeunesse, la connexion Wi-Fi et j'en passe. Il faudrait que la jeunesse saisisse cette opportunité pour en faire bon usage. Parce que paradoxalement, ce que nous remarquons, c'est que les jeunes utilisent les différents réseaux sociaux comme TikTok, WhatsApp, Telegram et autres pour pure distraction, ce qui est ahurissant. C'est une opportunité importante à saisir. Et il faut la saisir pour son développement personnel et pour le développement de toute la nation. Aucun secteur d'activité n'a été épargné des affres de cette pandémie, alors qu'on promeut, vous l'avez dit, l'entrepreneuriat pour juguler notamment le taux de chômage élevé chez cette jeunesse. Alors, comment gagner ce pari lorsque nous vivons une poussée inflationniste qui atteint des niveaux inquiétants? Oui, c'est parce qu'il y a l'inflation lorsque la production n'est pas marchande, n'apporte pas de valeur ajoutée. Lorsque nous voulons créer de plus-value, il faudrait s'assurer que ce que nous offrons au marché rencontre des demandes qui existent. Donc c'est la rencontre entre l'offre et la demande. Et donc la question que nous nous posons aujourd'hui, qu'est-ce que notre jeunesse produit? Et pour quel marché cible? Est-ce que notre jeunesse est suffisamment innovante pour saisir les opportunités qu'offre le marché de la consommation? Parce que se limiter simplement à nos frontières et se conformer à nos habitudes de consommation, on risque de ne pas créer, de ne pas être créatif et d'offrir des choses valorisantes, de plus-value à vendre sur le marché de consommation. Et donc c'est pour ça que je disais tantôt qu'il faudrait que la jeunesse utilise les nouvelles technologies pour voyager dans le monde.
Aujourd'hui, nous consommons beaucoup de gari ici, au Togo. Mais qu'est-ce qu'on consomme plus au Nigeria? Qu'est-ce qu'on consomme plus peut-être à Singapour? Et que la production locale au niveau du Togo pourrait répondre à cette consommation. Si à Singapour, on consomme un produit à base de manioc, mais qui n'est pas gari, il ne faut pas qu'on s'enferme dans la production de gari seulement. Il faut qu'on puisse transformer ce produit et répondre à la consommation d'autres pays. Et donc, nous ne pourrons plus vivre à nos taxis. Et seule la jeunesse pourrait être aujourd'hui capable de faire cette innovation. Et sur votre question spécifique, il faut remarquer également quelque chose. Et là, je m'adresse directement à la jeunesse. La jeunesse doit se retrouver sous plusieurs spectres. Il faut une jeunesse culturelle, une jeunesse entrepreneuriale, une jeunesse civique, une jeunesse sociale. La jeunesse civique, c'est cette jeunesse qui s'intéresse aux questions de développement de la société de son pays. Lorsque la jeunesse s'engage civiquement à participer au développement de son pays, elle s'intéresse alors aux différentes politiques publiques qui sont mises en œuvre. J'ai remarqué, par exemple, que l'Agence nationale de promotion de l'emploi ou l'Agence nationale de volontariat, NVT, et ainsi de suite, sont des créneaux que la jeunesse devrait saisir pour s'engager civiquement aux côtés des autorités à travers les politiques publiques qui sont mises en œuvre pour promouvoir l'épanouissement de la jeunesse. Est-ce que la jeunesse est sensible à ces actions? Alors, au même moment, Paul Ameganko, et ça, ce sont les conclusions d'un rapport des Nations Unies qui dit que les jeunes continuent de faire état d'obstacles liés à l'âge dans diverses sphères de leur vie, notamment l'emploi, la participation politique, la santé, la justice, etc. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Oui, nous comprenons. Il y a un paradoxe à ce niveau. Nous n'avons pas une connexion, nous n'avons pas de passerelle de transmission du savoir et du savoir-faire entre l'âge expérimenté, donc des personnes déjà accomplies, qui sont des modèles, et cette jeunesse. Comment établir un dialogue intergénérationnel? Je pense que ça doit être quelque chose de structurel. Lorsque c'est structurel, ça veut dire que c'est l'État qui met en place un système qui permet aux personnes qui se sont déjà affirmées de manière excellente dans un domaine donné de continuer à encadrer la jeunesse. Dans certains pays, ça se fait comment? Après la retraite, on offre une opportunité de 5 ans ou de 10 ans sous contrat pour les personnes qui partent à la retraite. À 55 ans ou 60 ans, on a encore du potentiel. Et ces personnes viennent donner des cours ou des encadrements thématiques à la jeunesse afin qu'il y ait une transmission du savoir-faire et du savoir-être. Ça se passe également de manière individuelle, c'est ce qu'on appelle le mentorat. Est-ce que nos jeunes ont la prétention de développer des capacités personnelles, donc d'humilité, d'apprentissage continu, d'observation, et donc de pouvoir se mettre au service des personnes qui sont considérées comme des modèles, qui ont réussi dans leur secteur, afin d'apprendre progressivement? Ce n'est pas évident. Aujourd'hui, lorsqu'un jeune vous approche, c'est pour demander, mais est-ce que vous avez une opportunité d'emploi pour moi? Je veux faire quelque chose pour entrer de l'argent. Non, il y a une séparation entre le savoir et la capacitation et la recherche de l'argent. Et donc la jeunesse doit être disposée à apprendre, à créer un lien de partage et du donnant-donnant entre les modèles de réussite et eux-mêmes. Alors concrètement, comment faire en sorte que cette participation de la jeunesse à toutes ces sphères soit accrue? Oui, il faudrait le faire par réellement une prise de conscience et je pense que l'opportunité que vous nous offrez aujourd'hui de parler à cette jeunesse devrait être saisie. C'est-à-dire que le temps que nous mettons pour apprendre doit être plus important lorsque nous sommes des jeunes. Il faut qu'on observe, il faut qu'on apprenne, il faut qu'on cherche l'excellence, il faut qu'on recherche la maîtrise. Et vous savez, il est vrai qu'on peut dévoyer aujourd'hui des mentors, des coachs qui essayent quand même de sensibiliser, d'informer la jeunesse sur comment développer leurs capacités personnelles. Mais c'est un créneau que la jeunesse doit saisir et surtout comprendre que le processus d'apprentissage doit être continu
Et la recherche de la maîtrise doit être leur objectif. Lorsque vous êtes maître dans votre domaine, vous avez de la valeur et votre valeur pourrait être monnayée. Mais tant que vous n'avez pas de valeur, vous ne pouvez pas attendre un progrès professionnel et un accomplissement de soi. Je cite souvent le diagramme de Maslow. C'est très important. Aujourd'hui, lorsque nous voyons le diagramme de Maslow qui passe de besoins vitaux à l'accomplissement, donc à 5 niveaux, on remarque que la jeunesse se trouve simplement au niveau des besoins vitaux. Lorsque la jeunesse veut discuter avec vous, je ne mange pas, j'ai faim, ainsi de suite. Or, ce que la jeunesse doit chercher, c'est un accomplissement. Et l'accomplissement, c'est la valeur intrinsèque que vous avez, le potentiel. Il faut rechercher ce potentiel et ça vous donnera de la valeur ajoutée. Et ils sont des milliers de jeunes chaque année candidats à l'immigration, malheureusement clandestine. Est-ce que vous avez le sentiment que cette jeunesse est en train de perdre petit à petit de l'espoir? Oui, je pense que c'est une complicité malheureuse, en fait, des ménages, des parents et de la communauté, de la société en général, qui, en réalité, cette société, les parents, les ménages et même l'État, les collectivités publiques, qui doivent normalement imposer des règles. On a l'impression que les jeunes sont abandonnés à eux-mêmes. Comment traverser une frontière, 2 frontières, 3 frontières sans être arrêtés, sans être retournés au bercail? Quelle politique nous avons pour ralentir l'élan de cette jeunesse qui, à force de se poser des questions, qui sont des questions fondées, nobles? Parce qu'à partir du moment où les jeunes n'ont pas un horizon dégagé, leur ambition, c'est d'aller vers l'Eldorado, qu'on leur chante. Parce que les gens vont là et semblent prospérer. Alors, ce qu'il faut faire, c'est d'asseoir un cadre, encadré par la famille d'abord, la communauté et l'État, pour dissuader et ralentir cet élan d'immigration. On n'est jamais développé ailleurs. Il y a Candide qui a dit qu'il faut cultiver son jardin. Son jardin, c'est autour de soi. Et à force de cultiver son jardin, on aura des fleurs et les fleurs vont, les fruits vont honorer la promesse des fleurs. Mais encore faut-il cultiver son jardin. C'est le message de Paul Amegakpo, représentant résident du NDI en Guinée. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est toujours un plaisir. Merci pour cette opportunité. Merci à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus.